Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Question d'actu. Le don du sang, un acte volontaire, solidaire, libre et consenti, un geste simple qui sauve des vies. Et justement, dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons rendre hommage aux volontaires et bénévoles du geste salvateur qu'ils font en donnant leur sang. L'occasion également de sensibiliser le grand public sur le manque et le besoin grandissant en stock de sang. Chaque don est un cadeau précieux qui sauve des vies. Et sa répétition est la clé pour mettre en place un approvisionnement en sang sûr et durable. Ces dons contribuent chaque année à sauver des millions de vies. Et c'est de l'importance de donner ce sang et de cet acte que nous allons parler ce soir avec mes invités ici présents. Donc avec moi ce soir, Monsieur Raouf Alami, vous êtes professeur universitaire et expert en qualité et transfusion. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Avec nous également Madame Shams Fridou, vous êtes secrétaire générale de l'association Joy of Youth. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et puis avec nous également Madame Ikram Chehboun, vous êtes médecin et responsable de la promotion communication au Centre national de transfusion sanguine et d'hématologie. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Donc nous allons commencer par parler de cet acte important qui est celui de donner son sang, un acte volontaire et qui doit être régulier. Qui peut aujourd'hui donner son sang? Bien sûr, toute personne en bonne santé doit donner son sang et chez qui on a des critères spécifiques. Toute personne âgée de 18 ans à 65 ans peut donner son sang, qu'elle soit en bonne santé, qui ne présente pas des maladies chroniques, qui ne présente pas des problèmes de santé aigus, peuvent donner leur sang. Il y a toujours, avant de donner le sang, il y a toujours un médecin sur place dans les collectes de sang, dans les points de collecte. Il y a toujours un médecin qui est sur place et qui désigne qui, parmi les volontaires, peut donner le sang. Cet acte permet bien sûr de préserver la santé du donneur et la santé du receveur. Et justement, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des critères pour pouvoir donner son sang? Oui, bien sûr, il y a plein de contre-indications. Ces contre-indications, quel est le but de ces contre-indications? Normalement, si on veut donner le sang, c'est pour sauver des vies, bien sûr. Bien sûr, ça nous intéresse énormément, la vie des malades, mais aussi la santé du donneur. Ça veut dire que quand on prend un donneur ou quand on accepte un donneur pour donner le sang, il faut que ce don de sang ne représente aucun inconvénient sur sa santé. C'est pour cela que je viens de dire qu'il y a toujours un médecin sur place qui fait une consultation médicale, qui fait un examen sur place. C'est avec cet examen et cette consultation qu'on arrive à désigner qui parmi les volontaires peut donner le sang. Ça veut dire, à titre d'exemple, les gens qui présentent des infections. Si un donneur présente une infection, il donne son sang, il peut transmettre cette infection au receveur. Donc ces donneurs, ils sont séjournés un petit moment de temps qu'ils guérissent, alors ils peuvent donner après. Il y a des donneurs, il y a des contre-indications qui sont permanentes. C'est le cas des maladies chroniques. Il y a des contre-indications qui sont occasionnelles ou qui sont limitées dans le temps. C'est le cas des gens qui ont des infections, qui ont fait par exemple une intervention chirurgicale récente, des gens qui ont fait des soins dentaires dans les 4 mois qui précèdent le don. Bon, il y a plein de contre-indications et c'est au médecin qui est dans la consultation médicale qui désigne qui peut donner, qui peut ne pas donner. Il prend donc cette responsabilité. Exactement. Exactement. Monsieur Alami, quelle quantité de sang est prélevée à chaque prélèvement et est-ce que cette quantité peut être préjudiciable pour un donneur? La quantité prélevée maximale, c'est 450 ml. Lors d'une prise? Lors d'une prise, oui. Et elle est faite pour un homme 5 fois par an et pour une femme 3 fois par an. D'accord.
c'est la quantité prélevée et préconisée pour tout prélèvement de dons de sang. D'accord. Bien sûr, avec des tubes à échantillons pour les analyses parallèles, pour s'assurer que le sang prélevé est en bonne... Donc, toute personne peut donner son sang 3 à 4 fois par an. Les hommes 5, jusqu'à 5, Mhm. et les femmes jusqu'à 3. Est-ce qu'il y a un espace entre chaque prise? Oui, normalement 2 mois pour les hommes Mhm. et 3 à 4 mois. 4 mois, je dirais, pour les femmes. D'accord. D'accord, d'accord. Et je me tourne vers vous, donc Madame Fridou, vous qui êtes dans le secteur associatif, il y a donc ce chiffre qui est donné par le ministère de la Santé. Chaque don de sang peut sauver 3 vies. Au niveau de la sensibilisation, quand vous en parlez, quand on essaye d'encourager le public justement à donner son sang, donc est-ce que c'est un argument qui est utilisé? Oui, bien sûr. Et je dirais déjà que la sensibilisation, c'est un acte qui commence, on peut dire déjà 1 mois avant la campagne du don du sang. Et avec la collaboration du Centre de transfusion sanguine, on s'assure que l'information qu'on est en train de transmettre, par exemple sur les réseaux sociaux, soit correcte en envoyant les informations au docteur, par exemple, qui s'assure que l'information est sûre et correcte avant qu'on puisse la lancer sur les réseaux sociaux, par exemple Instagram ou Facebook. Et déjà, la sensibilisation, je dirais que c'est un truc qui est très important. Bien sûr, on a utilisé ce point, un don du sang peut sauver 3 vies. On a utilisé beaucoup d'arguments pour pouvoir inspirer les gens à sauver d'autres vies. Et c'est quelque chose qu'on continue de faire de plus en plus. Et déjà, on dit que aussi, même durant la campagne du don du sang, on essaie de faire un peu plus de sensibilisation aussi, par exemple dans les quartiers populaires, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant de ce que c'est, comment ça peut aider d'autres gens. Et du coup, on essaie de vulgariser cette information aussi. Et vous sentez une différence sur le terrain? Je dirais que oui, une très très grande différence, on peut dire, parce que déjà au début, on organisait des campagnes du don du sang dans le centre, mais on a vu comme quoi ça ne donnait pas autant de résultats. À peine on était une quarantaine de membres, on va dire, et la plupart, ils ne peuvent pas donner, par exemple, à cause de l'anémie, à cause de maladies chroniques, on va dire. Et du coup, à la fin, on sortait avec un résultat de 15 personnes qui peuvent donner leur sang, par exemple. Après, on a essayé de sortir hors l'état du centre pour organiser des campagnes du don du sang en collaboration avec le centre de transfusion. Des campagnes mobiles. Oui, voilà, exactement. Et les autorités. On a déjà organisé, je pense, 2 campagnes du sang à Al-Harwara et je pense 2 autres à Yaqub el-Mansour, juste à côté de l'Manal. Et on a essayé de faire ça et on a vu une très grande différence par rapport au nombre de personnes qui viennent, parce qu'on essaye de faire ça avec de la sensibilisation, de l'animation pour attirer l'attention des gens. Et du coup, le résultat était phénoménal. D'accord, d'accord. Donc, une campagne de sensibilisation qui se fait tout au long de l'année Ouais. et qui semble porter ses fruits. Madame Chehboun, quelle est l'importance justement de la compatibilité du don du sang au niveau des transfusions? Comment est-elle déterminée? Bien sûr, chacun de nous a un groupe sanguin déterminé. Chacun de nous est né avec un groupe sanguin déterminé. Qui dit groupe sanguin, ça veut dire qu'il y a sur les globules rouges de chaque personne, il y a des protéines qui sont fixées et qui déterminent chaque groupe sanguin. Ça veut dire pour les personnes qui ont un groupe sanguin A, ça veut dire qu'ils ont des protéines A qui sont fixées sur les globules rouges. Les gens qui ont un groupe sanguin B, ils ont des protéines B. Pour les AB, ils ont les 2. Pour les O, et qui est le groupe O, ça veut dire 0, ils n'ont aucun antigène. Donc, du coup, pour donner le sang à un receveur, il faut toujours respecter cette compatibilité. Ça veut dire qu'il y a des groupes sanguins qui peuvent donner à d'autres et qu'il y a des groupes sanguins qui ne reçoivent d'un certain type de groupe. D'accord ? Donc, il est très important de respecter cette compatibilité parce que si on donne à une personne un groupe sanguin qui est étranger pour son corps, entre guillemets,
C'est-à-dire que le corps, il va développer des anticorps pour attaquer un corps. Parce que pour son corps, c'est un corps étranger. Donc, il va attaquer ce corps étranger. Du coup, les globules rouges donnés vont être immobilisés, vont être détruits. Et la transfusion n'aura pas d'avantage. Au contraire, il aura beaucoup plus d'effets secondaires que d'avantages. Donc, le centre de transfusion, il essaie au maximum de respecter cette compatibilité, comme ça, pour ne pas avoir des inconvénients sur le receveur. Et quels groupes sanguins sont les plus rares et les plus demandés? Surtout les groupes négatifs, le O négatif, le A négatif, le AB négatif et le B négatif. Normalement, pour les groupes sanguins O+, au Maroc, on a à peu près 40% des Marocains qui ont le O positif. Le O qui est donneur universel en principe. Normalement, c'est le O négatif qui est donneur universel. Le O positif, il donne pour tous les résus positifs. Donc, c'est un donneur universel pour les positifs, mais le O négatif pour tous les groupes. Pour les résus négatifs, le O- qui est, comme on a dit, c'est un donneur universel. On a 6% de Marocains qui ont le O négatif, 3% pour le A négatif, 2% pour le B négatif et que seulement 1% pour le AB négatif. Est-ce que ces pourcents sont proportionnels par rapport à la population? Par rapport à la population, exactement. Proportionnel. C'est-à-dire il n'y a pas autant de O négatifs. Il n'y a pas autant de résus négatifs. Et c'est ce qui pose le problème chez nous quand on a une pénurie. Des fois, on n'arrive pas à trouver des résus négatifs pour les malades, à savoir quel est l'intérêt du O négatif. Le O négatif s'utilise surtout dans des situations d'urgence. Prenons par exemple un sujet qui vient, parce que normalement, quand un sujet vient en urgence pour recevoir le sang, si on n'a pas le temps, en urgence, ça veut dire dans l'un quart d'heure ou la demi-heure qui suit. Ça veut dire qu'on n'a pas le temps de faire le groupage à ce malade. Donc, du coup, on est obligé de lui donner le O négatif qui est le donneur universel. Donc, le O négatif, on peut le donner à tout le monde. D'accord. C'est ça, c'est ici qu'on trouve l'importance du groupe sanguin O négatif. L'importance du don aussi et la difficulté au niveau de la logistique. Et justement, Monsieur Alami, pour ces groupes sanguins rares qui sont le O négatif, A négatif, AB négatif, AB négatif, comment ça se passe au niveau de la distribution, justement? Juste pour préciser ce que ça veut dire un négatif. Un négatif, c'est-à-dire absence d'un antigène. Donc, si quelqu'un n'a pas cet antigène, et moi je le transfuse avec cet antigène, il va former une réaction immunitaire qui va produire des anticorps. Donc la première fois, ça marche. Il peut vivre avec ces anticorps. Mais si je transfuse suite à un autre accident ou un accouchement, quelque chose, un autre suite à une urgence, un autre positif, là, ça va être catastrophique. Parce qu'il a déjà les anticorps qui vont attaquer les positifs qui rentrent. Donc la première fois, ça ne posera pas de problème. Oui, ça, en général... C'est bon à savoir. Oui, en urgence, peut-être. En général, on demande, si c'est vraiment une urgence, est-ce que c'est une femme parturiente? Est-ce qu'elle va avoir des enfants? Est-ce qu'elle est jeune? Ou est-ce qu'elle a 85 ans? Donc il y a une différence. Parce qu'en général, dans les accouchements, il y a le sang qui se mélange plus ou moins avec le fœtus. Et donc, il y a immunisation des mamans et tout. Donc, il faut prévoir ça et faire des tests de compatibilité. C'est pourquoi, au niveau du centre, ils ont un laboratoire qui s'appelle le laboratoire de compatibilité sanguine. Donc, quand une demande de sang vient de l'hôpital, il vient avec un tube. Donc, on transfuse toujours, on a besoin toujours de ce tube du malade. Et on le met en contact avec le sang de la poche. Donc, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est plus ou moins schématiquement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, on fait ce test de compatibilité, et si rien ne se passe, donc c'est le bon produit, et on lui livre ce produit. Donc, c'est ça le négatif. Alors, ce négatif moins, il y a bien entendu une distribution selon les populations. Et ces populations, en Chine, le pourcentage n'est pas le même qu'au Maroc. En France, par exemple, ils ont 9% de négatifs. Nous, on a 6, comme a dit le docteur.
en Afrique, un peu plus de négatif. Et ça dépend des populations. Pour les groupes sanguins ABO, et nous avons fait une étude à Rabat, nous avons remarqué qu'il y a un gradient de groupes sanguins. Donc un gradient, le Maroc, il est en longueur, nord-sud, et on a vu que plus on va vers le nord, on est plus européen. Plus on va vers le sud, Marrakech, Souaira, Asfi, on est plus africain. Donc pourquoi? Parce qu'en Afrique, on trouve par exemple, il y a 55% de O, alors qu'en Europe, il y a 55% de A. D'accord. Vous voyez? Donc, mais si on va, oui, puis si on va vers Hoceima, Tétouan, Tanger, Tanger c'est un peu mélangé, mais Tétouan, Hoceima et Oujda, on trouvera par exemple 50 de A ou 40 de A. Un héritage génétique qui dépend de la... C'est le mélange des populations, c'est le brassage, c'est le brassage, c'est normal. Donc on a remarqué ça. Heureusement dans les villes, comme Casa et Rabat, il y a un brassage normal, naturel. Parce que dans les villes cosmopolites comme ça, il y a de toutes les populations. Et ça, c'est bien. Parce que ces donneurs qui donnent ce sang, demain, ils vont être malades. Ils vont avoir besoin de sang. Donc, on a besoin qu'ils aient une population qui leur ressemble, qui se trouve dans la grande ville. Donc, génétiquement, on trouve, d'une façon ou d'une autre, un sang qui est plus ou moins compatible et proche de leur sang. Très bien, très bien. Et au niveau donc de la distribution, elle se fait proportionnellement aux besoins en fonction des différentes régions, comme vous venez de l'expliquer. C'est la distribution. Le don de sang est aveugle. Donc on prélève le sang de façon aveugle. Quelqu'un vient, il se propose pour donner, on lui dit bienvenue. On prend son sang. Après, ça se passe au niveau du labo, quand on fait le groupage, le typage, etc. Donc c'est à ce moment-là qu'on va séparer et connaître et avoir une idée de la distribution de la région où est-ce qu'on a prélevé. D'accord. Donc c'est un peu génétique, un peu de recherche plus que thérapeutique. Madame Frido, il y a également cet argument qui est important quand on parle de sensibilisation, qui est le fait que le don du sang aide en tout cas à combattre certaines maladies. Le médecin ici présent nous expliquera pourquoi au niveau technique, mais vous, en tant que association, quand vous communiquez là-dessus, comment ça se passe? Est-ce que c'est un argument que vous utilisez souvent? Déjà, notre but pour la sensibilisation, on utilise tout argument disponible pour pouvoir convaincre les gens, le grand public, à participer aux campagnes du don du sang. C'est un truc qui est très important parce que souvent, on se trouve dans le manque. À chaque fois, on reçoit des appels pour quelqu'un qui est à l'hôpital et tout, ou bien quand il y a un très grand manque, c'est déjà le centre qui nous contacte pour pouvoir prévenir et pour pouvoir organiser une collaboration entre toutes sortes d'associations et faire des campagnes du don du sang. Alors déjà, pour les arguments, on utilise tout, comme j'ai dit, parce que notre but, c'est d'atteindre un très grand public, c'est d'atteindre les quartiers populaires, c'est d'atteindre les gens qui ne savent pas de quoi il s'agit. Les gens qui ne savent pas qu'ils peuvent aider d'autres gens à travers le simple geste du don du sang. Alors, beaucoup de gens, quand on va, par exemple, dans les quartiers populaires, ils viennent juste pour poser des questions. Alors, c'est à nous de les convaincre et de les sensibiliser et de transférer cette information, la vulgariser pour pouvoir aider ces gens à savoir comment ça se passe, comment ils peuvent aider les gens, comment ils peuvent aider leur famille, par exemple. Ils ne sont pas au courant de comment ça se passe. Du coup, c'est à nous d'intervenir. Et justement, au niveau de la distribution dont on parlait à l'instant, comment vous collaborez avec les centres? Alors, pour la collaboration, ça se passe déjà au niveau logistique. On a besoin de l'autorisation du centre déjà pour organiser une campagne du don du sang. C'est la première étape. La deuxième étape, ça se passe au niveau tout ce qui est matériel et tout. On se met d'accord sur le nombre ou bien le staff dont on a besoin. Le nombre, par exemple, de chaises et tout, le nombre de médecins et tout ça, ça se passe comme ça. Après, pour la distribution, on ne s'occupe pas vraiment de la distribution, c'est surtout la collecte. Notre rôle en tant qu'association, on va dire, c'est d'atteindre le plus grand nombre de gens et les convaincre de venir le jour J sur place et de donner leur sang.
Une fois collecté? Une fois collecté, c'est le centre qui s'occupe de la distribution. Déjà, comme Monsieur Al-Alami l'a dit, c'est au niveau des labos que ça se passe, le groupage par type, etc. C'est pas à nous de faire ça, mais c'est surtout au centre et tout. Eh bien, Madame Chaboun, justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi le fait de donner son sang peut nous aider en tant que donneur à éviter certaines maladies? Bien sûr, le don du sang, il n'a pas de bénéfices que sur le malade, il a aussi des bénéfices sur le donneur. D'abord, c'est quand on donne le sang, c'est-à-dire qu'il y a tout de suite, dès que les premières gouttes sortent du corps, il y a un signal qui est envoyé au cerveau pour produire à la moelle épinière pour produire le sang, un nouveau sang, la moelle osseuse plutôt. Donc, ce sang, il contient des globules rouges jeunes, des globules blancs jeunes, d'autres constituants qui sont fraîchement produits. Donc, quand on dit globules rouges jeunes, ça veut dire des globules rouges qui transportent beaucoup plus d'oxygène vers les organes. Qui dit oxygène, puisque l'oxygène, c'est le moteur des organes, ça veut dire que ces organes, ils commencent à fonctionner de façon meilleure qu'avant. Qui dit globules blancs jeunes, sachant que les globules blancs ont comme rôle l'immunité, ça veut dire que l'immunité du donneur s'accentue. Donc, ils ont une très bonne immunité. En plus du fait que, après le don du sang, la quantité du fer qu'on a en surplus dans notre corps, elle est enlevée après le don. Du coup, normalement, quand le fer est en surplus dans notre corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir se stocker dans certains organes, y compris le cerveau, le cœur, le foie, le pancréas, etc. Et la surcharge du fer et le stockage du fer dans ces organes cause des cancers, peut causer des accidents cérébraux, parce que le sang, il devient plus lourd, donc le fait les cailloux vont se former facilement, ce qui fait ça va provoquer des accidents circulatoires, des accidents cérébraux ou cardiaques. Du coup, donc, quand on prélève régulièrement le sang, ça veut dire qu'on essaie de garder, qu'on réussit de garder un taux de fer et aussi de cholestérol à des niveaux qui sont acceptables. D'accord. Bien sûr, en plus du sentiment du bienfait qu'on ressent après le don du sang, ça veut dire que tu sens que tu as fait un travail, un énorme travail. Tu as pu sauver des gens. Et normalement, un don du sang peut sauver 3 vies, parce que normalement, le sang il est séparé en 3 constituants, et chaque constituant il est utilisé pour une maladie spéciale. Donc, donner le sang peut sauver 3 vies, pas seulement une seule vie. Donc, le fait de donner son sang, non seulement ça sauve des vies, mais ça nous évite en tant que donneur certaines maladies, ce qui ne peut être que bénéfique pour les autres et pour nous-mêmes. Monsieur Al-Alami, donc on vient d'apprendre que ce sang est ensuite séparé en 3 parties, et qui peut être utilisé de manière très simple, avec mon langage, qui peut être utilisé donc pour les traitements médicaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'importance du plasma et des plaquettes dans les traitements justement médicaux, et comment ces composants sont séparés du sang? Je commencerai par la dernière. Je laisserai les 2 premières à madame. Moi, je suis scientifique, je ne suis pas médical. D'accord. Alors, comment la séparation se fait? Ça commence d'abord par un prélèvement de sang total. Un prélèvement de sang total qu'on espère toujours atteindre les 450 ml. D'accord? Mais avant, je dois juste préciser ça parce que peut-être la question viendra plus tard. Il y a toujours un accueil, une sélection médicale et après, prélèvement. Il y a donc ces 3 dans la succession. Un accueil pour l'identité, pour voir si tout va bien, et après, il passe chez le médecin qui fait le screening définitif. Une fois on prélève ces 450 ml de sang, c'est-à-dire à peu près un demi-kilo, donc ces poches sont envoyées dans des caissons à température ambiante de 20 degrés à peu près. Il faut que ça reste dans ces températures, dans les laboratoires qui vont faire la séparation. Comment se fait la séparation? Elle se fait par des machines qu'on appelle des centrifugeuses.
Donc ça, tout ce qui est lourd, elle tourne à grande vitesse, 3000, 4000 tours par minute. Donc tout ce qui est lourd, il va en bas. Et tout ce qui est léger, comme les liquides, le plasma, le sérum, va rester en haut. D'accord. Donc on sépare avec la centrie, on prend le plasma. Déjà, on a deux. Et ce plasma, il y a des petites particules qu'on appelle plaquettes. Et on recentrifuge ce plasma liquide. Et tout ce qui est en bas, c'est les plaquettes. C'est à peu près 60 ml, 50-60 ml. Donc ça, c'est la petite poche de plaquettes. Donc on a une poche de liquide qui est riche en protéines, c'est le plasma. Les petites pochettes de plaquettes, 50-60 ml, et une pochette avec les globules rouges uniquement, qui est à peu près de 200 ml. Donc là, on a les trois. Donc on a ces trois. Maintenant commence le challenge. Il faut conserver ces produits. Ça ne se conserve pas à la même température. Les globules rouges, comme vous le savez, comme toute viande, comme tout produit périssable, il doit se conserver à 4 degrés. Au frigo, 4 degrés, bien sûr, température monitorée, enregistrée, etc. Combien de temps à peu près ça peut être conservé? Alors là, vous posez une bonne question. Ça dépend de la poche qu'on a utilisée au début. Mais les poches qu'utilise le centre de transfusion, les globules rouges vont rester à 4 degrés pendant 42 jours. D'accord. 42 jours, donc 1 mois et 12 jours à peu près. À peu près. D'accord. Pour les plaquettes, là, c'est très sérieux, parce que leur conservation doit être à 22 degrés, entre 20 et 24. Pas en dessous, pas en dessous. À 22 degrés et sous agitation. Donc, c'est plus ou moins des enceintes climatiques, climatisées, où la poche, elle bouge. Elle bouge pourquoi? Parce qu'il y a échange de gaz. Quand il y a fabrication de CO2, parce que ça respire à l'intérieur, il y a fabrication de CO2, il faut que ce CO2 sorte. S'il ne sort pas, le produit va devenir acide. Le CO2 il se transforme en acide. Le plasma, par contre, c'est plus simple. Plasma, tout de suite, on le met à moins 20 degrés. Bien sûr, il y a un processus de moins 20, qui peut aller jusqu'à moins 80, bien entendu, selon la durée qu'on va conserver. 1 an, moins 20, à condition de le surgeler dans l'heure qui vienne. C'est-à-dire que nous, on produit par exemple 200 poches, si on la met dans le frigo, ça ne va pas se congeler en 24 heures. Ça va lui prendre 48 heures. Donc le centre a acheté des super surgélateurs où c'est très 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 froid. Très technique, hein, c'est très froid, de façon à ce que même une centaine de poches, imaginez 200 ml fois 100, ça fait, je ne sais pas, 2000 ml, 2 litres, qu'il faut congeler à cœur à moins 30. À cœur. Donc il y a une sonde, il y a un ingénieur biomédical qui met une sonde à l'intérieur. Quand il voit que le cœur de la poche atteint moins 30, il sait que ce plasma peut être congelé 1 an ou 1 an et demi dans une chambre froide négative. D'accord. Donc en fonction de ce qui est prélevé, il y a des durées qui évoluent. Non, les plaquettes, je n'ai pas précisé. Les plaquettes, je n'ai pas précisé, et c'est là où le grand challenge de tous les centres de transfusion à travers le monde, ils se conservent 5 jours. Donc les plaquettes, tu prélèves déjà 60 ml et tu la conserves uniquement 5 jours. Donc souvent, les gens viennent donner le sang, et c'est un grand challenge chez eux. Ils doivent communiquer de toutes les langues possibles pour passer le message. Donc ils disent, vous venez de prélever 100 donneurs et vous pouvez pas me donner 6 plaquettes. Donc si vous ajoutez à ça le groupe et la compatibilité plus les 5 jours, ça devient vraiment les choses. Ça devient vraiment très difficile de trouver la bonne poche. Et déjà les plaquettes, on ne transfuse jamais moins de 4 et 6, je crois. 6 poches. Donc un médecin ne peut pas transfuser 2 poches. 2 fois 60, ça fait 120 ml. Ça ne fera rien, ça va se diluer. Il lui faut 6 poches minimum pour que le malade se récupère sa santé, etc. Et du coup, c'est un gros challenge pour vous au niveau de l'organisation. Exactement. Comment ça se passe? Comment prévenir justement et être préparé, on va dire? Normalement, on a toujours des soucis quand on a des vacances longues. Par exemple, c'est l'exemple de vacances de Eid al-Adha. Donc, il y a 4 jours
de vacances, si on compte du samedi jusqu'au mardi. Bon, du coup, les poches qu'on prélève le vendredi, le mercredi vont être, vont être périmés. Donc, c'est ce qui fait que nous sommes toujours en quête de donneurs, même dans les périodes de vacances, même dans les périodes de l'Aïd. Parce que, à titre d'exemple, les centres de transfusion seront obligés de travailler les samedis ou les dimanches avant l'Aïd, comme ça pour qu'ils puissent avoir des plaquettes pour la semaine d'après. Et justement, comment ces plaquettes sont utilisées dans les traitements médicaux? Je rebondis à nouveau sur cette question. Normalement, comme j'ai dit avant, chaque constitution, il est destiné pour une maladie précise. Pour les plaquettes, normalement, qui sont les gens qui ont besoin des plaquettes? C'est ce qui fait dans du sang une chose qui est très, très importante. Les gens qui ont besoin des produits sanguins, c'est des gens qui ont vraiment des maladies lourdes. Ou qui sont vraiment dans le besoin. C'est-à-dire des produits sanguins, on ne peut pas s'en passer pour eux. Les plaquettes, les gens qui ont besoin des plaquettes, c'est des gens qui ont des problèmes hémorragiques. C'est des gens des cancéreux qui subissent une chimiothérapie, parce que la chimiothérapie, elle fait détruire toutes les cellules sanguines. Donc, ils ont toujours besoin de plaquettes. Ils ne peuvent pas s'en passer. Sinon, ils peuvent faire des hémorragies atroces. Les gens qui ont des hémorragies foudroyantes, ça veut dire des hémorragies en grande quantité, qui perdent une grande quantité de sang, ils ont besoin aussi des plaquettes. C'est ce qui fait l'importance et l'intérêt du don du sang. Ce n'est pas comme d'autres médicaments, tu peux t'en passer, tu peux en changer. Non, le don du sang, avec les produits sanguins labiles, du fait qu'ils sont destinés surtout aux malades et aux maladies lourdes, comme j'ai dit avant, fait qu'on est obligé d'avoir toujours un stock suffisant en quantité et en qualité en produits sanguins. Justement, pour rester sur ce stock dont vous parlez, Monsieur Al-Alami, toujours sur l'aspect technique, selon l'OMS, le stock de sécurité des centres de transfusion doit être de 7 jours. Quelle est la situation aujourd'hui au Maroc que vous observez sur le terrain? Est-ce que les stocks sont suffisants? Peut-être, Madame Dr. Cheboun. Actuellement, on est normalement pour avoir un stock suffisant, il faut qu'il y ait 7 jours de stock. Actuellement, on est entre 4 et 5 jours. Et le problème qui se pose, c'est qu'on est près des vacances d'été. Normalement, les gens, ils sont toujours en été, ils sont toujours occupés par les vacances, par les voyages et tout. La période critique pour les centres de transfusion, c'est surtout la période des vacances et surtout la période d'été. C'est pour cela qu'on essaie, dans notre politique, de s'approcher aux donneurs, d'approcher le service du don du sang aux citoyens. L'année dernière, en 2023, et c'est ce qui a fait augmenter le nombre des donneurs en 2023, on a opté pour une stratégie de faire des collectes de sang au niveau des plages. Là où les gens ils sont en nombre important, alors on fait des collectes le soir, et c'était réussi. Bon, pour le CRTS de Rabat, c'était vraiment très réussi. On a pu obtenir plus de 1200 poches au lieu de 300 poches qui a été vu dans les années précédentes. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir un stock pour sauver, parce que, comme on sait, le séisme de Haouz était juste après l'été. D'accord. Puisqu'on avait le stock suffisant, on a pu sauver les premiers rescapés du séisme de Haouz. Comme quoi, c'est vraiment important. Exactement. Et que c'est utile et tout événement peut survenir à tout moment. Exactement. Il faut être préparé à avoir les stocks suffisants. Là, on est à 4-5 jours de stock à peu près, ce qui est correct. Oui, mais si on est à 7 jours, on travaille avec vraiment un soulagement vraiment important. On sera soulagé, Madame Fredo, justement. Madame Chehboun vient de relever l'importance de la collecte pendant l'été. Est-ce qu'il y a des actions que vous prévoyez au
au niveau de votre association pour la saison estivale? Oui, bien sûr. Le don du sang, les campagnes du don du sang, c'est une action, on peut dire que notre association organise 3 à 4 fois annuellement, bien sûr. Et comme a dit Dr Chahboun, l'été, c'est vraiment notre opportunité pour atteindre un très, très grand public. Au niveau de l'association, on essaye d'innover un petit peu, d'intégrer plusieurs, on peut dire, moyens pour pouvoir attirer l'attention des gens pour qu'ils viennent donner du sang. Du coup, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Par exemple, si vous connaissez à Al-Harhoura, il y a la plage Casino. Vraiment, vous n'imaginez pas le nombre de gens qui passent par là pour aller à la plage, pour aller au café, les restaurants, etc. Du coup, ce qu'on essaye de faire, c'est avoir un peu de l'animation et à côté, les jeux pour les enfants. Et la stratégie, c'est quoi? En fait, c'est pour que les enfants emmènent leurs parents, on veut jouer. Et après, les parents, ils viennent envers nous pour donner du sang. Et c'était une stratégie qui a été très, on peut dire, réussite au niveau de la plage aussi. Très bien, du coup, ouais, c'est une idée innovante, pas mal. Attirer les enfants pour avoir les parents, c'est la meilleure des stratégies. Une stratégie. Et inculquer la culture du don du sang Exactement. chez les enfants aussi. Et qui seront les futurs adultes de demain, donc Seront qui les trouveront futurs ce donneurs. geste Et tout à fait d'ailleurs, normal. on a beaucoup d'enfants qui demandent est-ce que moi aussi je peux donner? Est-ce que moi aussi je peux donner? Ah, d'accord. Mais il faut expliquer que c'est à partir de 18 ans, bien sûr. D'accord, je comprends. L'âge où on est majeur. Monsieur Al-Alami, justement, pour revenir justement sur le processus, toujours dans l'aspect technique, Oui. comment on fait aujourd'hui pour éviter les risques de contamination lors des collectes? Oui, donc les associations et le service de promotion et de collecte de sang, ils font un travail extraordinaire pour remplir les frigos. Le problème, c'est que si on n'a pas une bonne démarche de dépistage et de sélection des donneurs, donc ça ne sert à rien, puisqu'à la fin, on va jeter tout ce sang et c'est beaucoup d'argent. Une poche, ça coûte beaucoup d'argent. Et, elle est importée, elle n'est pas fabriquée sur place. Et les kits de dépistage, c'est aussi trop cher. Donc tout ça, c'est vraiment challenging pour les laboratoires. Donc tout à l'heure, comme j'ai expliqué pour la poche, j'ai parlé du circuit de la poche. Maintenant, le circuit du tube échantillon. Donc chaque donneur, qui donne le sang, on lui prélève 2 tubes pour lui faire les analyses, pour savoir si son sang, il est correct ou pas, on peut le transfuser et quel type il est, etc. Donc maintenant, c'est le circuit des tubes. Le circuit des tubes, il suit plus ou moins la même chose. Il va au labo et un tube va dans les typages et le groupage sanguin et un tube va vers le laboratoire de dépistage des maladies. Donc les deux, chacun va travailler dans son coin et après, tout est rentré dans le système informatique. Donc il faudrait peut-être parler de ce processus d'informatisation parce que le centre du Maroc, le CNTS et tous les CRTS régionaux, ils ont un système informatique qui est un des 3 meilleurs au monde, qui est, je ne vais pas dire le nom commercial, mais un des meilleurs systèmes utilisés aux États-Unis, en Scotland, en Angleterre et tout. Donc ce système, c'est un système qui assure la sécurité. Donc une fois, chaque labo va faire ses analyses, va rentrer les analyses avec un code barre, bien entendu, pour qu'il y ait l'anonymat et pour qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie de numéro dedans. Donc c'est des douchettes qui vont doucher le numéro. L'humain ne touche pas. Tu douches, ça y est. Je connais le groupe sanguin. Je douche, je sais s'il a la syphilis, le sida, etc. D'accord. Donc, une fois les deux sont saisis dans le système, maintenant, il y a l'interface avec la poche. Donc, comment savoir si cette poche, elle a le groupe A et cette poche a le groupe O? C'est grâce au code barre. Donc, on douche la poche et tout de suite, les résultats de cette poche sortent. Pour que ça sorte, il faut une étiquette. Donc, cette étiquette, on va la coller directement sur la poche. Et donc, dans ce cas, la poche va avoir une étiquette et un ancien code barre que le donneur a reçu
à son arrivée. Donc, comment savoir si je ne me suis pas trompé? J'ai collé cette étiquette sur cette poche et inversement. Et ça, on appelle ça des erreurs administratives qui n'ont rien à voir ni avec la médecine ni avec la biologie. C'est juste des erreurs d'inattention. Donc, grâce aux douchettes encore, on va doucher les deux. Dès qu'on douche les deux, ils sont compatibles, ils rentrent dans le stock. D'accord. Donc on ne peut pas, dans l'autre labo de la livraison, ils ne peuvent pas sortir quelque chose qui n'est pas compatible avec les deux. Donc c'est comme un filtre, un screen, qui va laisser que les compatibles. Madame Chehboun, le don du sang est important, on le sait, mais ça ne doit pas être un don ponctuel, ça doit être un don régulier. Comment faire en sorte, et comment communiquer de manière à ce que les personnes qui viennent donner leur sang viennent plus régulièrement et le fassent plus souvent, comme l'a dit M. Al-Alami, et les hommes 5 fois, les femmes 3 fois. Donc c'est un acte qui peut être régulier dans l'année. Et puis on a Sa Majesté, le roi Mohammed VI, qui donne l'exemple en donnant également régulièrement son sang. Un don régulier, ça veut dire un don, au moins, il faut que le donneur donne au moins 2 fois par an. Ça veut dire tous les 6 mois. Avec un maximum de 5 fois pour les hommes et 3 fois pour les femmes. Pour les hommes, ils peuvent donner tous les 2 mois. Pour les femmes, tous les 3-4 mois. Donc, pourquoi il faut un don régulier? Normalement, au CNTSH, on doit avoir un stock de sécurité stable. Qu'est-ce que ça veut dire un stock de sécurité? Ça veut dire qu'on ne doit pas être au-dessous d'un certain nombre de poches de sang. Imaginons, par exemple, si jamais c'était comme... il y avait plusieurs occasions. En 2018, c'était le train de Bourg-Nadel. L'année dernière, c'était le séisme de House. Imaginons, parce que normalement, des catastrophes, ils viennent d'un seul coup. Donc, si jamais on n'a pas ce stock de sécurité et les gens ont besoin, dans un temps T, dans un instant T, ils ont besoin de sang. Comment on va se procurer le sang pour leur donner? C'est pourquoi, pour avoir un stock de sécurité, il faut qu'il y ait des donneurs réguliers. Normalement, l'Organisation mondiale de la santé a préconisé un pourcentage de 1% de donneurs de sang par rapport à la population pour qu'on puisse avoir un stock de sécurité et servir tous les malades qui ont besoin de sang. Heureusement, en 2023, le Maroc a pu avoir ce taux de 1%. Et c'était comment? C'était grâce aux collectes qu'on a pu faire en période d'été, et c'était aussi grâce aux gens, avec l'afflux énorme des gens qui étaient en séisme de House. Ce que je veux dire, ou la leçon qu'on doit retirer de ça, c'est que le don du sang ne doit pas être lié à un événement spécial. Parce qu'imaginez si un nombre énorme, parce qu'on recevait, qu'au centre régional de Rabat, on recevait jusqu'à 3 000 à 4 000 par jour de personnes. On ne pouvait pas les prendre tous, bien sûr, parce qu'il y a une capacité pour le laboratoire. Imaginons si tout le monde vient dans la semaine ou une semaine X ou bien sûr dans un temps T, s'ils viennent tous, et à savoir, ces gens-là, ils ne peuvent pas donner qu'après 2 ou 3 mois. Donc, le stock, on va l'avoir, un bon stock, très bien, au-dessus du seuil qu'on préconise. Si jamais il y a une catastrophe qui survient où il y a des gens qui ont besoin de sang dans l'urgence dans le mois qui suit. On ne va pas trouver des gens qui vont donner le sang dans ce mois parce que tout le monde a donné dans le mois, il y a un mois. Donc, alors il ne peut donner qu'après 2 ou 3 mois. C'est pourquoi il faut qu'il y ait un nombre important, régulier, pour avoir un seuil stable qui dépasse le seuil qu'on préconise toujours, c'est 1000 dons par jour, bien sûr sur tout le royaume, et ne pas avoir aussi un nombre très important qui dépasse les capacités pour que les produits sanguins parce que, comme a dit M. Al-Alami, les produits sanguins sont périssables. Normalement, si on a un produit sanguin, pour les globules rouges, si on n'arrive pas à les consommer dans les 42 jours, ils seront jetés. Donc, on essaie d'avoir un nombre
un bon nombre, avec un bon seuil. Et comme on peut avoir ce seuil avec des donneurs réguliers qui peuvent donner au moins 2 fois par an. Au moins 2 fois par an, Madame Fredo, justement, ça c'est votre mission, d'encourager les donneurs à donner au moins 2 fois par an, voire plus. Est-ce qu'on peut, vous pensez peut-être à innover encore en mettant en place un système peut-être d'alerte, de reminder quand une personne vient pour lui dire 3 mois plus tard, 4 mois plus tard, vous pouvez venir refaire votre donation du sang. Est-ce que vous pensez à des actions concrètes comme celle-ci qui pourraient aider à travers le digital et puis, Oui. C'est déjà dans notre plan d'action, on va dire, on essaye de trouver une stratégie pour pouvoir fidéliser ces gens, pour pouvoir garder cet effet à long terme. Du coup, c'est un effet instantané quand vous venez vous donner le sang. C'est bon. Vous pouvez pas redonner dans 2-3 mois, dépendant. Du coup, on essaye de garder une base de contact parce que comment ça se passe pendant une campagne du don, on a une zone d'accueil là où les personnes ils peuvent attendre, prendre l'accueil et tout. Après, on a une station où on prend les contacts, c'est-à-dire adresse, CIN, nom et prénom bien sûr, et les numéros de téléphone et s'ils ont des adresses mail pour qu'on puisse les recontacter. On essaye de voir comment on peut automatiser à base de cette base de données pour les contacter chaque 3 mois. Comme ça, on a une base de données de gens qui sont déjà venus à notre campagne et qui seront intéressés de venir encore une fois. Et c'est déjà une question qu'on rencontre plusieurs fois. Par exemple, il y a, je pense, 2 mois, on a fait une campagne de don du sang, le 20 avril. On a eu beaucoup de gens qui nous posent la même question. C'est quand la prochaine fois que vous allez faire une campagne de don du sang? Donc, ce sont des personnes qui sont intéressées. Très intéressées, on va dire, parce que, et même une autre question qu'on reçoit déjà, c'était pour une question pas destinée à nous, mais au centre, c'était par rapport aux cartes des membres d'honneur. Je pense que c'était un concept qui y avait un peu il y a longtemps, mais je ne pense pas que c'est... Il existe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent et on n'est pas vraiment... Et puis cette carte, le fait de disposer de cette carte, est-ce que ça peut privilégier les donneurs en cas de besoin urgent? Normalement, quand on a une urgence, c'est une urgence. On ne privilégie pas une urgence d'une autre. Normalement, c'est la priorité aux urgences vitales. D'accord. Donc, quand une demande d'un malade vient au centre, donc toujours on privilégie les plus urgents. Et c'est la priorité aux plus urgents. D'accord. Monsieur Alami, est-ce que vous pensez que le fait de rémunérer le don du sang pourrait encourager à avoir plus de personnes? Rémunérer, non. Est-ce que ce serait une bonne ou une mauvaise idée? Non, c'est pas une bonne idée parce que sinon, tout le monde va venir pour l'argent, pas pour faire du bien. Et ça va doubler les challenges pour les centres de transfusion, pour faire plus de dépistage, parce que quelqu'un qui vient pour l'argent, il est peut-être malade. D'abord malade, le don il va être dangereux pour lui, et peut-être il a une bactérie méchante qui va... qui l'omettra en tout cas de communiquer aux médecins sur place. Donc ça c'est... Et l'OMS, elle préconise don volontaire et bénévole pour tout don de sang. Un acte volontaire libre. Voilà. Et justement, on arrive au terme de cette émission qui était très intéressante avec vous. Je vais vous laisser à chacun l'occasion de dire un petit dernier mot aux téléspectateurs. Je commence par vous, Madame Chahboul. Oui. Ce que je veux dire aux téléspectateurs, c'est que ce qu'ils doivent savoir, c'est qu'il y a toujours un malade qui a besoin de nous. Toute personne en bonne santé, il est, je vais dire, obligé de donner son sang parce que, comme je suis donneur, un jour, je peux être un malade, je peux être un receveur. Le don du sang, c'est la responsabilité de tous, pas tout simplement la responsabilité des centres de transfusion. Normalement, tout le monde doit s'engager pour avoir un stock
suffisant en produits sanguins labiles et comme ça, on peut aider les gens qui ont toujours besoin de sang. Une responsabilité donc citoyenne. Un dernier mot en moins d'une vingtaine de secondes, madame. Je pense que pour l'association Joy, un don du sang régulier, c'est la clé pour un approvisionnement sûr et durable. Monsieur Alami, un dernier mot très rapidement. J'aurais aimé plus de 20 secondes. Mais le temps, c'est le temps. Il y a énormément de choses qui restent à faire, c'est sûr. J'aurais pensé à introduire une page dans les livrets scolaires pour le don de sang à partir du CE, 3e, 4e année du primaire. Ça pourrait rappeler, qu'on pourrait rappeler au brevet, comme ça à 18 ans, l'étudiant est déjà prêt à donner son sang. J'aurais aimé ça. Sinon, j'aurais aimé dire ça. J'aime dire aussi que durant les 20-30 dernières années, le sang transfusion a évolué, mais d'une façon extraordinaire. Ce n'est pas des fleurs que je jette au centre. C'est grâce à l'implication de tout le monde. À Sa Majesté qui nous stimulait, au ministère de la Santé, aux différents directeurs qui sont passés dans le centre transfusion. Mais quand on compare la technologie où en est la transfusion au Maroc par rapport à ce qui se passe dans les pays vraiment développés, et j'y étais, il n'y a pas une très grande différence. Un effort donc national pour le bien de tous, et sur ces derniers mots que se termine cette émission. Merci à vous, Monsieur Raouf Alami. Vous êtes professeur universitaire et expert en qualité et transfusion. Merci beaucoup. Merci à vous également, Shams Fridou, qui est secrétaire générale de l'association Joy of Youth. Et merci à vous, Madame Ikram Chehboun. Vous êtes médecin et responsable de la promotion communication au CNTSH. C'était un plaisir de tous vous avoir avec nous ce soir. C'est la fin de Questions d'actu. Merci pour votre fidélité. Très bonne soirée.